Donc cette présentation elle a été jugée digne d'intérêt par le comité d'organisation de ce forum. Donc si vous ennuyez dans les minutes qui viennent, vous leur adressez des critiques. Moi j'en fais partie aussi, donc je les prendrai aussi pour moi. Donc je suis heureux en fait de venir présenter ces projets parce que ça m'a permis d'avoir un beau t-shirt, un beau polo. Et surtout en fait l'idée c'est de partager en fait cette information sur ce fléau en fait, que sont les incendies, un fléau environnemental, social, économique, et qui touche vraiment de manière assez flagrante ce beau territoire. Donc l'idée c'est de vous dresser un panorama en fait, des études, de ce qu'on mène actuellement. Malheureusement je ne vais pas pouvoir aller dans le détail. Donc il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous, vers notre équipe pour avoir certains éléments de compréhension. Et je m'excuse d'avoir un petit peu abordé de manière superficielle ce sujet. Voilà, alors ces incendies, en fait, il manque un petit bout là-haut, sont une pression majeure en fait, sur l'environnement calédonien, au même titre que la mine, au même titre que l'urbanisation, que les espèces envahissantes. Et pour autant, en fait, cette pression, elle est mal caractérisée. Enfin, elle l'était encore jusqu'à peu. Pour la faire simple, on disposait de très peu d'informations de surface en fait, sur ces incendies, ou alors cette information elle était très partielle, très ponctuelle, produite avec des méthodes qui étaient finalement assez hétérogènes sur l'ensemble du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Donc sans localisation de ces surfaces brûlées, en fait, il est difficile effectivement d'estimer en fait, les impacts environnementaux sur la flore, mais aussi sur les périmètres de captage d'eau, etc., etc. Donc ça a été un des axes de travail de l'Observatoire depuis maintenant quelques années, et puis on consolide chaque année, et puis on commence à avoir des résultats assez intéressants pour nous. Donc les objectifs de l'œil en fait, sont de produire et de mettre à disposition des données de référence en fait, sur les incendies pour mieux les caractériser, afin justement de mesurer cet impact environnemental, ce qui n'était pas fait jusqu'à présent en fait. On avait des chiffres qui pouvaient varier de 1 à 10 en, fait, en fonction des bilans qui étaient produits soit par différents acteurs, et puis on n'avait surtout aucune information sur les conséquences environnementales. On sait que les feux ont des conséquences environnementales, mais les mesurer, les quantifier, c'est quelque chose qu'on avait du mal à estimer. Donc premier objectif, c'est de produire ces données de référence pour permettre de mesurer cet impact environnemental. Le deuxième point aussi, et ça rejoint vraiment une des missions de l'Observatoire, une mission principale, c'est d'informer les acteurs, et pas simplement les acteurs de la gestion opérationnelle des feux, mais bien plus largement en fait, les gestionnaires de l'environnement notamment, mais aussi la société civile, les associations de défense de l'environnement, les associations de riverains, la population au sens large, sur l'ampleur de ce phénomène et ses conséquences. Enfin, bien sûr, c'est que ces données en fait, puissent servir à la gestion, aussi bien aux opérationnels, mais aussi en fait, par exemple, être exploitées dans des modèles de prévision, etc. etc. Donc, qu'on fournisse un certain nombre d'informations qui puissent aider aussi à la gestion, bien évidemment. Donc, comment on s'y prend finalement pour essayer de mieux caractériser ces phénomènes? Quand on travaille à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, en fait, finalement, il n'y a pas 25 000 façons d'aborder la chose. Pour avoir des méthodes, des mesures homogènes en fait, sur l'ensemble du territoire, on est obligé, sur des telles couvertures spatiales, finalement de se servir de la télédétection. Donc nous, on utilise la télédétection, mais avec des données ou des images qui sont gratuites, fournies par des agences supranationales de type ESA, en fait, agence européenne, ou des agences nationales comme la NASA ou JAXA au Japon, par exemple. Donc on utilise une batterie de satellites qui ont tous leurs avantages, mais aussi certains inconvénients dans certains cas. Et ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met en place comme il y a une masse d'informations considérable à traiter et que c'est vraiment, ça peut être assez lourd, on met en place des chaînes de traitement automatisées pour récupérer cette information, l'extraire, l'analyser et la diffuser. Donc en fait, je vais vous faire un panorama des satellites disponibles. Donc vous avez un satellite qui est assez ancien qui s'appelle MODIS, en fait, qui produit des détections journalières en fait, des points chauds sur tout le territoire. La résolution spatiale de MODIS, c'est entre 500 mètres et 500 mètres et 1 km selon les produits. Il y a plusieurs produits issus de ce satellite.
Vous avez, ce qui est vraiment intéressant avec ce satellite-là, c'est qu'il produit de la donnée depuis novembre 2000, donc on a quasiment 20 ans de chronique de données sur les incendies avec ce capteur. Alors il détecte uniquement les incendies les plus importants du fait de sa résolution spatiale et les plus intenses. Donc on passe à côté quand même de pas mal d'incendies si on exploite uniquement ce capteur. Donc et toujours, et ça va être une redite dans ma présentation, c'est qu'on a nécessité de nettoyer en fait, les données en fait, qui sont produites par ce satellite en supprimant par exemple les détections inopportunes dans notre cas de figure. Par exemple, en fait, celles qui sont liées au centre, aux activités industrielles comme KNS. Par exemple, ils détectent les scories chaudes de KNS, en fait, quoi, qui ont pourtant des dimensions très réduites. Hein. Donc la détection, finalement, elle est fonction de la dimension, bien sûr, de l'objet en fait, de l'objet à détecter, mais aussi de son intensité. En fait. Plus un feu est chaud, et plus il va être détecté, même avec des résolutions à 500 mètres ou au kilomètre. Donc l'intérêt de ce satellite, bien sûr, alors c'est pour nous avant tout, et là je le dis par rapport à nos besoins en fait, de mesurer de l'impact environnemental, c'est un intérêt pour avoir étudié l'ensemble de la chronique de données. Il a une utilisation limitée en matière d'alerte, puisqu'il va détecter uniquement les incendies les plus forts. Et il est non adapté pour mesurer l'impact environnemental. C'est-à-dire que l'imprécision géographique du pixel ne permet pas d'aller faire des croisements avec des couches d'intérêt, d'enjeux environnementaux. Donc voilà comment ça se présente finalement. Cette information, elle est restituée sous forme de ponctuelle, en fait, avec à chaque anomalie thermique, donc qui sont matérialisées par les petites flammes rouges, là, en fait, des attributs qui sont associés à ces données, notamment des attributs qui donnent la force, en fait, l'intensité de l'incendie, mais aussi la confiance qu'on peut accorder à ces données. Donc en base, nous avons depuis 2000, en fait, on a 1741 points et 202 incendies en 2017 qui ont été relevés par ce dispositif. Toutes ces données, et ça va être aussi une redite, donc je m'étends là-dessus pour cette diapo, mais après je passerai vite. Elles sont diffusées sur un géoportail dédié qui s'appelle Vulcain, dont j'essaierai de faire une présentation si on m'en laisse le temps, et sous forme de service web aussi. Donc voilà un peu le type d'études que vous pouvez mener. Là, donc, vous avez, c'est la variabilité saisonnière en fait, de ces incendies avec en abscisse, en fait, vous avez toute l'année, donc de janvier à décembre, et on voit bien en fait, quasiment une loi gaussienne en fait, qui s'applique, qui est centrée sur le mois d'octobre. Donc là, ça correspond, voilà, si vous vous posez la question de la saisonnalité des incendies en Calédonie, on le voit bien, en fait, c'est centré plutôt sur la fin de l'année. De la même manière, vous allez pouvoir voir qu'il y a une grande variabilité interannuelle. Par exemple, en vert, vous avez l'année 2016. En 2016, en fait, la plupart des incendies sont produits en septembre, alors qu'en 2005, on était plutôt en décembre. Donc on voit bien aussi l'influence des conditions météorologiques qui sont bien sûr variables et qui se répercutent aussi sur les départs de feu. Voilà le type d'analyse qu'on peut faire. Vous avez un autre capteur qui s'appelle Xiaomi. En fait, pareil, c'est de la détection de points chauds. En fait, lui, qui a une revisite de 2 fois par jour, donc toutes les 12 heures sur le territoire calédonien. Sa résolution spatiale est améliorée, elle a 375 mètres. On a un début de chronique depuis 2012, donc ça fait quand même aussi une chronique intéressante à traiter. Donc le nombre de détections produites par Xiaomi est multiplié par 5 par rapport à MODIS, du fait de sa résolution spatiale améliorée, du fait de sa fréquence de revisite. Donc de la même manière, on doit nettoyer ces données pour les traiter. Donc là, on commence à avoir une donnée qui est intéressante pour caractériser le phénomène des incendies en Calédonie. Ça peut contribuer à l'alerte et au déclenchement des actions de lutte, du fait de sa fréquence de revisite. Et on a aussi, en fait, on commence à avoir une première approche pour mesurer les impacts environnementaux. Il me reste 10 minutes, mais ça devrait aller. Donc Xiaomi, voilà, c'est de la même manière, ce sont des ponctuels en fait, hein, qui sont produits. Donc on capitalise près de pas loin de 3000 points en base. Il y avait 729 incendies qui ont été repérés avec Xiaomi en fait, l'année dernière, contre 202 avec le MODIS. Donc on voit bien ce facteur, cette amélioration. Donc les données sont diffusées. Voilà, on peut produire aussi des cartes de densité en fait, hein, de points chauds en fait, à partir des données. Bon, là, c'est juste un exemple. On voit bien finalement
les transversales, en fait, hein, et puis la présence humaine, en fait, globalement, avec certains points chauds sur le territoire. Un autre satellite là, qu'on a intégré il n'y a pas si longtemps, c'est le satellite Himawari, qui est peut-être un peu moins connu en fait, de certains acteurs. C'est un satellite japonais. Lui, en fait, c'est un satellite géostationnaire, donc il envoie des informations toutes les 10 minutes en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un satellite météo qui est donc utilisé aussi par l'Australie, etc. Et à la différence des autres satellites, c'est qu'il reste centré en fait, sur le Pacifique Ouest. Et du coup, en fait, on a un envoi d'informations qui est extrêmement intéressant. On est sur de la très haute résolution temporelle. Et donc, c'est vraiment intéressant. Par contre, sa résolution spatiale, ce sont des satellites qui sont très hauts, en fait, n'est pas très bonne. Donc, on a un pixel à 2 km. Mais malgré tout, en fait, on arrive à avoir des détections assez précoces des feux, pareil, les plus intenses et les plus chauds, finalement. Donc, vous voyez, sa résolution spatiale à 2 km permet quand même, malgré tout, d'aller relever les scories chaudes de la SLN, de KNS, en fait, sur le site de VKP. Donc, voilà, une résolution qui est mauvaise, mais finalement une sensibilité qui peut être bonne sur certains événements. Une chronique de données qui commence en juillet 2015. Alors, c'est un produit qui est vraiment en version bêta aujourd'hui, qui est fourni par l'agence spatiale japonaise, mais en version bêta. Donc, on a pris le choix de l'exploiter dans nos systèmes. C'est un choix collégial qui a été effectué par un groupe technique. Voilà, on sait qu'il y a eu des anomalies de détection à un moment. Aujourd'hui, visiblement, il n'y a pas l'air d'en avoir. Et il contribue quand même à informer les acteurs de la lutte. Voilà, on nettoie les données. Et puis après, donc, il a un intérêt pour la détection précoce des feux les plus intenses. Il a un intérêt sur l'alerte, bien évidemment, mais il n'est pas utilisable pour caractériser l'impact environnemental, du fait de sa résolution spatiale. Voilà un petit peu, bon, voilà, je passe, 1500 points en base, 882 détections en 2017. Voilà, alors là on passe à des produits qui sont un peu plus œil, on va dire. Celui-là il est un peu mixte parce qu'il s'agit des surfaces potentiellement incendiées, donc surfaces potentiellement incendiées qui sont interpolées à partir des points chauds de Suomi. Vous avez vu en fait, là vous avez l'ensemble des points chauds, là c'est l'incendie de la Tontuta l'année dernière, là. Donc on a une information ponctuelle et finalement on va construire une enveloppe avec des règles de gestion en termes de distance, de temps, de type de représentation pour construire en fait des surfaces. Donc c'est des surfaces potentielles, ce n'est pas des surfaces réelles, mais ça permet d'avoir une première approche pour croiser cette information surfacique avec des couches d'intérêt environnemental. Donc globalement, avec ce type de surfaces qui sont produites, là, on a vraiment une maximisation des surfaces, c'est-à-dire qu'on exagère le pourtour de l'incendie, notamment sur les incendies qui déclenchent peu de points chauds. Je m'explique, là vous voyez, vous avez des petits points là, isolés. À chaque fois, on construit en fait une surface qui correspond à la taille du pixel autour de ce point. Alors quand il y a peu de points, quand il n'y a qu'un point isolé, on a carrément la dimension du pixel qui est représentée. Donc on s'éloigne vraiment de l'emprise réel du feu. Par contre, quand on commence à avoir des incendies un petit peu majeurs avec plus de 5-10 points, on commence à avoir une image fidèle plus ou moins fidèle de la réalité. Voilà. Là, on se base sur les spécifications de Suomi pour créer ces surfaces. Donc un pixel à 375 mètres, une chronique de données qui commence en janvier 2012. Donc là, on commence à caractériser le phénomène. Ça contribue à l'alerte et au déclenchement des actions de lutte. Et c'est une première approche de la mesure de l'impact environnemental. Première approche, mais qui ne suffit pas si on veut construire des bilans un petit peu propres en fait, sur ces impacts. C'est pour ça qu'on a mis en œuvre en fait, la production de surfaces brûlées sur l'ensemble du territoire en se basant sur des images optiques, que ce soit du Sentinel-2 ou du Landsat. Donc ça, c'est un Landsat 8, pardon. C'est un produit de l'œil en fait. Qui s'appuie bien sûr sur de l'imagerie gratuite, où là vraiment on va utiliser, donc, je ne sais pas si vous voyez ces images optiques en fait, et les différents canaux fournis par ces images pour aller détourer de manière fine en fait, les surfaces brûlées. Donc voilà, c'est une chaîne de traitement qui tourne autour de Landsat 8 et de Sentinel-2. Alors là c'est très lourd, hein, vous voyez, en fait, là on récupère carrément l'image. Avant, on s'appuyait sur des données qui étaient fournies, des services finalement qui étaient fournis par d'autres opérateurs. Mais là, on prend l'image, on la digère et puis on extrait les surfaces brûlées.
et on prend toutes les images disponibles. C'est-à-dire qu'en fait, on ne fait pas un one-shot, tiens, on a eu un incendie à la Tontuta, tiens, on traite l'image. On traite en batch en fait, l'ensemble des images qui sont produites par Sentinel et par Landsat. Bon, sur Landsat, on a quelques soucis d'exploitation, donc bon, pour l'instant, l'effort il est plutôt mis sur Sentinel. Donc, le début de la chronique pour Landsat 8, c'est fin 2013. Pour Sentinel, c'est fin 2015 avec Sentinel 2B, je crois, qui est rentré en œuvre en 2016. Donc, on a une résolution spatiale entre 10 et 60 mètres selon les bandes qu'on utilise. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'avoir vraiment les surfaces brûlées supérieures à 1 hectare, 1,5 hectare. La revisite de ces capteurs, elle est de 16 jours pour Landsat, elle est de 5 jours pour Sentinel. Donc, on est sur du post-événement. Hein, on n'est pas là sur vraiment, il y a un incendie en cours, on traite l'information a posteriori pour produire nos bilans. Donc voilà, on a une diffusion annuelle du jeu de données qui s'explique finalement par la lourdeur quand même des traitements à mettre en œuvre, aussi bien pour traiter les images que pour après valider en fait ces données, parce que ça pose un certain nombre de soucis. Donc il y a un important travail sur la donnée qu'il y a à produire pour la rendre exploitable. Donc voilà, on arrive vraiment à une caractérisation précise des surfaces brûlées, c'est adapté pour mesurer les impacts environnementaux, ça complète bien aussi la donnée des points chauds issus des capteurs précédents. Par contre, ça ne concourt pas à l'alerte. Donc ces données, en fait, il faut savoir, là, quand on a une surface brûlée, vous l'avez vu, ce polygone, là, c'était génial, on a une belle vue, une belle emprise, on a une surface là, qui se détourne. Il faut savoir qu'en fait, on va devoir gérer une redondance de l'information qui va être produite, puisque tous les 5 jours, potentiellement, on a cette même surface brûlée qui va être vue et captée par notre chaîne. Et donc, il va falloir gérer en fait, cette redondance de l'information dans le temps, en mettant en place des règles d'agrégation spatio-temporelle, en sachant que la surface brûlée, de temps en temps, elle peut être masquée par un nuage, etc. etc. Donc, à la fois, on a une multiplicité en fait, de détections, et on a aussi un morcellement de cette information spatialement. Donc, c'est assez compliqué à gérer, on se casse un peu les dents dessus, mais on y arrive. Pareil, il faut avoir en tête que c'est bien un objet surface brûlée, ce n'est pas un objet incendie. Donc la date de détection, en fait, ce n'est pas la date de l'incendie, ce n'est pas neutre. Hein, c'est-à-dire que des fois, on a la détection de notre surface brûlée qui intervient 1 mois, 2 mois, 3 mois après, parce qu'on aura une couverture nuageuse importante sur la chaîne notamment. Et il est possible aussi qu'un feu ne soit pas détecté par notre chaîne parce que le feu s'est produit, vous avez des nuages, et puis petit à petit, vous avez une reprise de végétation qui s'opère, et là, vous passez à côté. Bon, bah, ça, c'est des contraintes. Voilà, on a des perturbations de la détection qui sont liées à la couverture nuageuse. On a des confusions aussi dans la détection qui est produite, notamment les surfaces de cuirasse. Les cuirasses, là, c'est ces manteaux un peu indurés, là, ferraditiques, qui renvoient une signature spectrale en fait, qui est proche de l'incendie. Vous avez aussi des infrastructures en fait, la piste d'aérodrome de la Tontuta qui est vue comme une surface brûlée. Bon, voilà, donc il y a des nuages aussi, ou des zones labourées qui peuvent produire des confusions en détection. Donc il y a certaines confusions qu'on arrive à traiter automatiquement. Voilà, donc ça met en place, en fait, il faut mettre en place des règles complexes de validation et d'exploitation de ces données. Je vous passe le contrôle qui est effectué. C'était un gros travail en fait, de cette année d'aller qualifier la donnée produite. Finalement, on a à peu près, en surface, on a à peu près 6% d'aberration en fait, sur nos données, a priori. Et on produit 94% d'informations qui ont été validées par soit des données sources, soit de la photo-interprétation, etc. Voilà, après toute cette information, et j'ai bientôt fini, mais je ne vais pas pouvoir vous faire de démonstration, on la diffuse, et ça c'est vraiment l'objectif de l'observatoire. On a mis en place un système d'alerte, en fait, je ne sais pas si vous êtes informés, qui permet de recevoir par mail l'ensemble des incendies en cours. Donc les incendies détectés par Modi, Suomi, Imawari. Donc là, vous inscrivez en fait en fonction de critères géographiques. Je suis intéressé par la commune de Poum et les incendies uniquement qui vont toucher les périmètres de captage d'eau. Eh ben, j'ai une information qui est poussée vers vous et qui permet de recevoir par mail en fait. Donc là, c'est un peu ce mail là. Vous savez qu'il y a un incendie depuis. Bon, c'est un vieux feu ça, mais vous savez voilà, il y a un incendie en cours et puis qu'il va toucher des couches d'intérêt environnemental. Voilà, donc là, c'était la couche des zones tampons terrestres des biens inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc ça, c'est un premier élément de diffusion de l'information. Je vais très vite, du coup.
On a aussi un géoportail qui s'appelle Vulcain. Pardon, alors, bon, je passe tout ça. Je n'ai pas du tout maîtrisé mon temps de parole. Voilà, Vulcain, qui est l'application. C'est l'application, le géoportail qui va vous permettre de consulter à la fois quand vous êtes sur le mail d'alerte, vous allez voir la position géographique de l'incendie, ça zoome directement, vous basculez sur une interface cartographique qui vous permet de voir cet incendie. Mais Vulcain, c'est bien plus que ça, c'est un outil qui vous permet d'aller exploiter, consulter l'ensemble des données produites en fait, sur les incendies, donc depuis 20 ans avec Modis, pour répondre à des questions, où se localisent les feux en cours, les feux passés, quel type de végétation est le plus touché, etc. etc. Vous pouvez sortir des analyses de manière très facile. Donc je vous invite à aller le voir, en fait c'est assez intuitif finalement, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste en SIG pour justement faire vos analyses, c'est l'idée de cet outil. Donc qu'est-ce qu'on fait aussi en matière de diffusion de l'information? Il y a un rapport, vraiment une étude là pour le coup, sur le bilan de l'impact environnemental des incendies qui va sortir début 2019, là il est en cours de finalisation. Il est à réaliser ce rapport en fait par ces surfaces brûlées issues de Sentinelle. Vous allez avoir une plaquette grand public aussi qui va sortir courant de l'année 2019. Et puis voilà, on diffuse l'information de la manière la plus large en fait, notamment en faisant des présentations en tribu ou ailleurs. Voilà, donc le club autour de ce projet, voilà, je voulais les citer parce qu'on a une équipe en fait, qui travaille sur ces projets. Donc il y a Anne-Sophie Luis qui a fait un stage chez nous et puis qui a maintenant une patente en géomatique. Vous avez Jean-François Nguyen Van Sock en fait, qui travaille avec moi en fait, vraiment sur tous ces aspects d'automatisation et tout ça. Donc je salue vraiment leur travail. Moi, vous connaissez ma tête, je ne vous la mets pas, je vous épargne. Les partenaires et fournisseurs de données, en fait, vous voyez, en fait, le club, on en retrouve beaucoup. En fait, hein, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier et vous allez être vexés. Donc voilà, il y a quand même un club autour de ces projets. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on fournit par le biais aussi de nos partenaires hein, des données et des services autour des incendies qui permettent une meilleure caractérisation, notamment dans le cadre d'un suivi environnemental, mais pas que. C'est-à-dire qu'en fait, ces données, elles ont des utilisations, c'est de la donnée de référence pour maîtriser un territoire finalement, et elles peuvent servir bien sûr de la prévision, de la sensibilisation, mais aussi en matière d'aménagement du territoire, etc. Et ça vient compléter des dispositifs aussi en place auprès de la DSCGR, des communes, etc. Bien sûr, ça ne s'y substitue pas. Et je conclus là-dessus, parce qu'il faut le dire. Aujourd'hui, en fait, il y a un travail formidable qui est fait par Endemia, l'association Endemia, qui évalue le risque d'extinction des espèces végétales et de la faune maintenant en cours, là. Et donc sur les espèces végétales, donc c'est des données qui datent un peu, mais sur 1000 espèces végétales qui avaient été évaluées, 40% sont menacées d'extinction. Donc bon, voilà, quand on a 75% d'endémisme, on a aussi une responsabilité à l'échelle mondiale. Les forêts qui devaient occuper 90% du territoire n'en occupent plus que 30%. Donc voilà, un petit message de sensibilisation. De toute façon, je sais qu'il n'y a pas de pyromane dans la salle. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis voilà, merci, au revoir.